Oyez, 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 comment allez-vous, brave matelot? Moi ça va. Aujourd'hui on va voir des vidéos sur des histoires qui ont un thème en commun, celui de Noël. Je suis pas con, je sais qu'on n'est pas dans la période de Noël, c'est juste que les histoires je les trouvais plutôt cool, du coup je voulais vous les partager. Mais je sais qu'on n'est pas à Noël, je sais que l'ambiance n'est pas forcément là au rendez-vous, mais vous allez voir, elles sont plutôt sympathiques. Alors écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va rester là à se regarder dans le blanc des yeux pendant 15 minutes? Oui et non, parce que je vais quand même vous les raconter ces histoires. Mais avant ça, laissez-moi vous dire une chose assez importante. C'est que si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à prendre votre souris si vous êtes sur l'ordi, votre doigt si vous êtes sur téléphone ou tablette, ou votre télécommande si vous êtes sur téléviseur. Oh putain de téléviseur, j'ai sorti un mot sur votre télé, t'as compris. Vous m'appuyez sur le bouton, alors le bouton c'est un truc comme ça. Vous likez la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que vous vous dites, tiens, j'aime bien ce qu'il fait ce mec là, il est sympa, les histoires sont cool, j'aime bien. Abonne-toi, abonne-toi, allons. Comme ça tu rentres dans la team, t'es au courant quand je sors des vidéos, et moi ça me fait plaisir. Mais bon, trêve de bavardage, on va se plonger tout de suite dans ces histoires sur le thème de Noël, bien qu'on n'est pas dans la période de Noël, mais qui vont nous mettre pas très bien. Ça, y a pas de période pour se mettre pas très bien. Vous avez compris ce que je voulais dire. Pour cette première histoire, je vais vous la raconter à la première personne parce que pour l'immersion, ce sera beaucoup mieux. Je me souviens, à ce Noël, je l'ai peut-être pas dit assez déjà dans l'intro, mais les histoires c'est à la période de Noël. Je me souviens de ce Noël quand j'avais 8 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens quand j'étais sur mon lit et que je tendais l'oreille pour entendre le moindre bruit qui me semblait familier. Je me souviens du claquement de la porte, je me souviens des bottes de mon père qui tapaient sur les planches de bois qui composaient l'escalier, et il y a un son qui encore aujourd'hui me terrifie. Un son un peu comme du métal, une sorte de schling. Quand j'entendais ça, je voyais mon père passer devant ma porte. La lumière du couloir faisait que je voyais son ombre sur le mur de ma chambre, mais je ne voyais pas que l'ombre de sa silhouette. Je voyais aussi l'ombre de la hache ensanglantée qu'il tenait. Le lendemain matin, je mangeais mon petit déjeuner tranquillement dans notre cuisine et je me souviens demander à chaque fois « Maman, qu'est-ce que papa faisait la nuit dernière ?» Elle me regardait, elle, avec des yeux tristes. Je n'oublierai jamais la souffrance qu'il y avait dans ses yeux. Et à chaque fois, elle ne disait pas un mot. Après le petit déjeuner, j'allais à la chorale, à côté de notre petite ferme. Mon père, lui, qui tenait cette ferme, ne faisait jamais grand-chose. À chaque fois, il avait l'air occupé par d'autres problèmes. Un matin, la neige a commencé à tomber. J'avais beaucoup de temps pour rester dans mes pensées. À l'école, je ne prêtais pas forcément beaucoup d'attention sur mes devoirs. J'étais toujours préoccupé par les pensées qui traversaient mon esprit. Et quand je rentrais le soir, j'arrivais juste à temps pour voir mon père partir, sa hache toujours entre les mains. J'ai rarement vu mon père pendant la journée, et la nuit, je ne voyais que son ombre. Je me souviens encore quand je me suis réveillé, suite à un bruit étrange, une nuit de décembre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu une ombre au rez-de-chaussée. C'était mon père qui remplissait une boîte. C'était une boîte où on mettait de la nourriture pour le bétail. Je suis retourné me coucher et je suis longtemps resté éveillé, pendant la nuit, me demandant ce que j'avais vu. Le lendemain, la curiosité a eu raison de moi. J'ai pris une clé et je suis allé ouvrir cette fameuse boîte que mon père utilisait la nuit. À l'intérieur, il y avait de la chair, du sang. Je me demandais pourquoi mon père avait mis tout ça dans cette boîte. Et là, j'ai remarqué quelque chose qui m'a terrifié. Un peu en dessous, un tas de chair, il y avait une main humaine. À ce moment-là, j'ai été tétanisé. Je n'arrivais plus à bouger mon corps. J'ai réussi à reprendre un petit peu de courage pour ranger la boîte là où je l'avais prise. Et à partir de ce moment-là, je n'arrivais plus à regarder mes parents dans les yeux. J'étais devenu suspicieux à leur regard. Et si mes parents assassinaient des gens? J'ai commencé à remarquer des choses qui n'avaient pas attiré mon attention, notamment des titres de journaux qui parlaient de meurtres brutaux, de corps sans vie découverts. Et une fois, j'ai entendu un garçon parler à mon école de toutes ces affaires de meurtre, et je l'ai entendu dire que le meurtrier avait été appelé le meurtrier à la hache. La nuit après avoir entendu ça, je n'ai pas dormi. À chaque fois, je me faisais réveiller par des cauchemars. Dans ces cauchemars, je voyais mon père rôdant dans des rues sombres avec sa hache ensanglantée à la main. Incapable de me rendormir, je suis sorti de ma chambre et je suis allé chercher la hache de mon père. J'ai pris la hache avec moi, j'ai éteint la lumière et je me suis caché dans la pénombre. À un moment donné, j'ai entendu la serrure de la porte d'entrée se déverrouiller. J'ai été caché en haut des escaliers et j'ai entendu un bruit que je connaissais bien. Le bruit des bottes de mon père qui tapaient sur le plancher. Toujours tapis dans l'ombre, j'ai levé la hache au-dessus de ma tête et je l'ai laissé retomber devant moi. Un lourd silence est apparu. J'ai tendu l'oreille en essayant d'entendre le moindre bruit pour m'assurer que ma mère n'avait pas entendu ce qu'il se passait. Le seul son que j'entendais, c'était mon cœur qui battait rapidement. J'ai regardé une dernière fois le corps sans vie de mon père gisant en bas des escaliers et ensuite je suis tranquillement reparti me coucher. Tôt le lendemain matin, j'ai été réveillé par des sons étranges dans notre couloir.
Silencieusement, je suis sorti de mon lit pour aller voir ce que c'était. Il y avait un groupe de policiers autour du corps de mon père. Ma mère se tenait derrière eux. Elle regardait la scène silencieusement. Personne ne lui prêtait attention. Mais à un moment donné, elle a levé les yeux et elle m'a vu. Et là, très discrètement, elle m'a fait un clin d'œil. Cette histoire s'arrête ici, les amis. C'est une histoire particulière, hein, clairement. Apparemment, dans cette famille, on est meurtrier de père en fils. Bon, de ce qu'on sait dans cette histoire, hein, c'est sûr que le père, c'est le fameux tueur à la hache, hein, celui qui est évoqué, et le fils, qui était du coup paniqué de la présence de cet homme au sein de son domicile, a décidé de mettre fin à son règne de terreur lui-même. Bon, après, on peut s'accorder sur le fait que là, Noël, c'est juste la période. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas un Père Noël creepy ou quoi que ce soit. Pour le moment. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être que ça va venir au fur et à mesure des histoires, hein, qui sait. Bon, en tout cas, on est parti pour se plonger dans l'histoire suivante. Là aussi, on va aborder l'histoire à la première personne. Rassurez-vous, c'est pas une histoire qui m'est arrivée à moi, hein. C'est juste je me mets dans la peau d'un personnage. On sait jamais, hein, je préfère clarifier la situation. Mon père était un alcoolique et mon grand-père aussi. Mais moi, j'ai jamais rien touché. Et il y avait bien une raison à cela. Quand j'étais plus jeune, les temps étaient assez durs. Mon grand-père et mon père n'ont jamais eu un travail honnête de leur vie. Mon grand-père, lui, c'était pas un grand travailleur, mais il avait bien un talent, c'est qu'il jouait de la clarinette comme personne. C'était un vrai artiste. Il a appris à mon père à jouer de l'accordéon, et chaque Noël, il formait un petit groupe. Il y avait eux et leurs amis. Ils allaient toquer de porte en porte pour jouer des musiques de Noël, faire une sorte de chorale de Noël pour récolter un petit peu de sous. Après ça, une fois qu'ils avaient récolté de l'argent, ils allaient au pub et ils allaient se mettre très bien. À un Noël, ils m'ont emmené avec eux. J'étais beaucoup trop jeune pour jouer d'un instrument, donc ils m'ont donné un triangle, l'instrument qu'on te donne quand tu sais pas jouer quoi. Et ils me disaient de temps en temps de taper dessus. La nuit était assez sombre. Il y avait de la neige qui tombait, il faisait froid, on était en décembre. D'ailleurs, le vent était très frais, c'est comme si on se faisait couper par des couteaux. On marchait dans la rue et parfois mon grand-père pointait des maisons en disant « Ah, ce sont des beaux endroits, de belles maisons, peut-être qu'on pourra bien gagner en toquant ici. » À un moment donné, on était juste devant un énorme manoir. Il y avait des lumières de Noël accrochées de partout, vraiment magnifiques. Mon grand-père a toqué à la porte et on a commencé à jouer quelques chants de Noël. La grande porte du manoir s'est ouverte et c'était une jeune femme qui avait ouvert la porte. Elle avait un verre dans ses mains et avec un gros sourire, elle est retournée dans sa maison et elle a rapporté un autre verre qu'elle a tendu à un des hommes du groupe. Mon grand-père a joint ses mains pour la remercier et a pris le verre. Et à ce moment-là, moi qui regardais la grande demeure, j'ai vu quelqu'un, une sorte d'ombre, nous regarder au travers d'une fenêtre. J'ai un peu plissé les yeux pour voir qui c'était. C'était une personne hideuse. J'ai regardé la femme qui venait de nous ouvrir. Et elle aussi était hideuse. Avant que je puisse stopper mon grand-père, il avait déjà bu le verre. Et là, avec une voix presque enfantine, la jeune femme a dit « Mon cher, vous venez de boire un verre de sang. » Et là, elle a refermé la porte. Mon grand-père est tombé en arrière, faisant tomber le verre, et il était en train de convulser dans la neige. Je ne me souviens pas de beaucoup de choses après cette nuit-là. La seule chose dont je me souviens, c'est m'être réveillé dans la neige avec les autres hommes. Mon père s'est levé, il a secoué sa tête, on ne savait pas ce qu'il venait de se passer. C'est comme si on s'était endormi là et qu'on venait de se réveiller. Mon grand-père, lui, gisait dans la neige derrière nous. Son visage était quasiment devenu violet. Il était décédé. Le magnifique manoir qui se trouvait devant nous avait radicalement changé. Ce n'était plus du tout une belle demeure, c'était maintenant un bâtiment abandonné. Il n'y avait également plus aucun signe de la jeune femme qui nous avait ouvert la porte. On est rentré chez nous et on a appelé la police. Les officiers de police ont pris le corps de mon grand-père et ils l'ont emmené à la morgue. Mon père m'a raconté ce qui s'est passé. Mon père leur a raconté ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu cette nuit-là, mais les officiers de police ne l'ont pas cru. Ce qu'ils ont dit, c'est que cette fameuse maison, ce grand manoir, était abandonné depuis des années. Et c'est après cette nuit-là que mon père n'a plus jamais été le même. Il n'a plus jamais touché à une goutte d'alcool, et je me suis donné la même règle, ne jamais tremper mes lèvres dans une seule goutte d'alcool. Histoire sympa et mystérieuse. Est-ce qu'on aurait affaire un gigantesque truc paranormal? C'est possible. Qui étaient ces personnes du coup qui vivaient d'un côté dans le manoir? Je ne sais pas. Après, sachant que le grand-père et le père étaient des alcooliques, est-ce que c'est possible qu'ils aient eu une sorte d'hallucination et que du coup ceux qui étaient à l'intérieur du manoir c'était des gens mal intentionnés, ils leur ont donné un truc à boire totalement dégueulasse? C'est possible. En tout cas, le mystère reste entier. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous en pensez. C'est une histoire sympathique, un peu de mystère, un peu de creepy, ça fait plaisir. Là, on va conclure avec une petite légende urbaine française concernant Noël, ou quelque chose qui pourrait y avoir à Noël. Vous savez, les parents, aux enfants, alors si vous croyez au Père Noël, le Père Noël existe, hein, mais il y a un monde où les gens ils n'y croient peut-être pas.
Et du coup, les enfants qui sont gentils, ils reçoivent la visite du Père Noël. Mais les enfants qui sont méchants, ils peuvent recevoir la visite de quelqu'un d'autre. Cette légende nous vient d'Alsace-Lorraine. On dit, là-bas, aux enfants, quand Noël approche, les enfants qui n'ont pas été très sages tremblent parce que leurs parents leur disent « Attention, Hans Trapp va venir te voir ». Cet homme, ou cette chose, serait la version maléfique du Père Noël. Ce qu'on dit dans cette légende, c'est qu'au XVe siècle, il y avait un homme très riche, qui était aussi très puissant, parce qu'à un moment donné, l'argent faisait aussi le pouvoir, qui vivait au cœur de l'Alsace. Son nom, c'était Hans Trapp. Les gens là-bas le connaissaient, il avait mauvaise réputation, il avait réputation d'être cruel, vil, et également sans cœur. Sa vie était résumée par la débauche, l'illégalité, et son seul objectif dans sa vie, c'était de s'enrichir encore plus. Des rumeurs ont été lancées à son égard, des rumeurs qui disaient qu'il avait eu affaire à de la magie noire, pour faire un petit contrat avec Satan, pour pouvoir s'enrichir encore et encore. À un moment donné, une institution a eu vent de tous ces ragots, ces rumeurs. Cette institution, c'était l'Église catholique. Et l'Église occupant à un moment donné de notre époque une place importante dans le pouvoir, ils l'ont fait arrêter. Ils l'ont emmené devant le pape, à Rome, et cet homme, Hans Trapp, a été excommunié parce qu'il avait commis le crime du sacrilège, c'est-à-dire déshonorer Dieu pour préférer Satan par exemple. Il est retourné chez lui, et là après il était encore plus mal vu par les gens du coin. Tout le monde le reniait comme si c'était un démon, comme s'il apportait la peste avec lui. Ses terres et son argent ont été confisqués, et il s'est retrouvé sans un sou. Les rumeurs disent qu'il a été forcé à l'exil, dans une forêt, et qu'il a décidé de s'isoler lui-même à l'écart de la société, à l'écart de toute vie. On dit qu'il s'est réfugié en Allemagne et qu'il aurait construit une sorte de cabane en bois. La solitude qui lui est tombée dessus a fait qu'il a perdu l'esprit. Et dans cet esprit tourmenté, quelque chose s'est dessiné, un dessin très macabre, si on peut dire, celui de se venger. Et pour accéder à sa vengeance, il a fait ce dont quoi l'accusait, il s'est tourné vers le satanisme. Il devenait de plus en plus fou, et Hans Trapp a commencé à éprouver un désir très particulier, celui de vouloir manger de la chair humaine. Peu importe quelle partie de l'homme, jambes, bras, joues, il voulait en manger. Il a parcouru beaucoup de terres déguisées en épouvantail, et il attendait dans les champs que quelqu'un passe pour le capturer et accomplir ce qu'il désirait tant, manger de la chair humaine. Il attendait de tomber sur la victime parfaite. Et un jour, il a trouvé cette victime, un jeune enfant qui se baladait comme ça au travers des bois. Ce jeune enfant n'avait que 10 ans, et Hans Trapp s'est dit, lui, ça va être mon repas, c'est ma cible. Il était déterminé à tuer ce jeune garçon pour le manger. Il a observé le jeune garçon pendant longtemps, il avait de la salive qui coulait de sa bouche parce qu'il était vraiment affamé. Il avait très envie de goûter la chair de ce jeune garçon. Et avant que le jeune garçon ne puisse crier gare, Hans Trapp lui est tombé dessus. Il a ensuite ramené le corps sans vie du jeune garçon dans sa cachette. Et là, il a découpé son corps et l'a rôti sur un bon feu de joie. Une fois que son repas morbide était prêt, Hans Trapp était heureux. Il allait enfin pouvoir assouvir son désir. Sauf que juste avant qu'il ne puisse poser le moindre morceau de chair dans sa bouche, un éclair l'a foudroyé, le tuant sur le coup. On dit que Dieu a décidé d'intervenir pour mettre fin à l'abomination qu'est Hans Trapp. Depuis, Hans Trapp est devenu une légende qui terrifie les gens d'Alsace-Lorraine, parce qu'une sorte de légende est née qui dit qu'à chaque Noël, Hans Trapp se balade de maison en maison, portant son déguisement d'épouvantail, enlevant et tuant des jeunes enfants qui n'ont pas été sages pour les dévorer. Cette histoire s'arrête ici, cette petite légende urbaine. Moi, c'était pas de lui dont on me parlait quand j'étais plus jeune, moi on me parlait du père fouettard, qui était censé fouetter les enfants qui n'avaient pas été sages. Bon, peut-être que chaque région a un petit peu sa version, mais c'est une histoire assez intéressante. Je conseille pas de la raconter aux enfants, pas cette version-là en tout cas qui est assez crade, autant dire qu'un mec flippant juste va venir voir les enfants qui sont pas sages, c'est tout. Histoire sympa. Vous me direz si vous la connaissez en commentaire, je sais pas s'il y a des gens en Alsace-Lorraine qui me suivent et qui ont déjà eu vent de cette histoire, peut-être que j'ai raconté une version et puis qu'il y en a plein d'autres, je sais pas du tout. Les amis, on a fini pour ces histoires, on va débriefer tranquillement en se mettant en sécurité. C'était des histoires bien sympas. Je trouve que c'était des histoires assez particulières, parce qu'on a deux histoires qui sont à la première personne. La première était un peu complexe à raconter, hein. J'aime bien l'idée qu'il y a derrière, mais elle était un peu complexe à raconter. Je sais pas du tout comment ça rendra au montage. J'espère qu'après montage, elle sortira de manière assez fluide. Mais voilà, c'était assez complexe. La deuxième, j'ai beaucoup aimé, parce que t'as ce côté un peu mystérieux. Tu sais pas s'il y a eu une hallucination collective, et peut-être que le grand-père a fait juste un arrêt cardiaque, enfin voilà, on connaît pas forcément les causes de sa mort, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose de paranormal. Et je trouve que
cette petite limite entre les deux où tu sais pas trop, bah justement ça ajoute beaucoup au récit et c'est très intéressant. Après sur la dernière, bah, je la trouve assez sympathique aussi, hein, on va dire, je connaissais pas du tout cette histoire. Après comme je vous l'ai dit, moi on me parlait du père Fouettard, après c'est possible qu'il y en ait plein d'autres en fonction des pays, en fonction des régions. Ce serait intéressant peut-être de voir les différentes versions peut-être d'une histoire qui peuvent exister entre les pays. Ça pourrait être une idée, je me le note dans un coin de ma tête, ça pourrait être cool. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour le soutien, ça fait vraiment très plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Aiken, prenez soin de vous, on se dit à la prochaine, salut.